Donc moi je vais vous parler, alors plus que du storytelling, je vais faire un panorama assez rapide des tendances et des faits qui bouleversent les schémas de communication qui ont fonctionné jusque-là dans les entreprises, pour les marques, et qui fonctionnent encore, mais que le digital a carrément mis par terre. Et surtout ces 2 dernières années où maintenant les usages web 2.0 se sont généralisés. Donc on va faire un petit tour d'horizon pour vous montrer que la communication, celle que j'appelle la communication de papa, n'a plus lieu d'être et sera de moins en moins tenable dans les années qui vont venir. Alors le premier, je vais passer relativement rapidement puisque Philippe l'a déjà un peu amorcé dans sa présentation, mais c'est effectivement les modes d'interaction qu'on avait jusqu'à présent entre un émetteur, qui était généralement une entreprise ou une marque, et son ou ses publics. Eh bien, vous voyez tous les bouleversements. D'une communication très verticalisée, on est maintenant de plus en plus dans une communication où ça remonte. L'émetteur qui s'adressait à ses récepteurs, eh bien maintenant les rôles sont complètement brouillés. On est tour à tour émetteur ou récepteur. Et ce qui complexifie encore plus la donne, c'est que ces mêmes émetteurs ne parlent plus seulement à l'entreprise qui leur communiquait avant, mais parlent entre eux aussi. Donc on a des flux de communication dans tous les sens et qu'il faut pouvoir appréhender, et ça, c'est une véritable difficulté pour les entreprises. Ensuite, on a une accélération du temps. Alors, du fait de cette connectivité quasi permanente que l'on a maintenant, avant l'information, eh bien, on y accédait de manière, on ne va pas dire rare, mais assez sélective. C'était sur un temps quotidien, par exemple le JT de 20 h ou le flash radio de 7 ou 8 h le matin, un magazine. Aujourd'hui, c'est en permanence. À peine s'est-il passé quelque chose dans le monde qu'on a une alerte sur son smartphone, que l'on réagit, que l'on partage avec sa communauté. Et ça, pour les entreprises et les marques, eh bien, elles sont soumises à ce même flux, à cette même réactivité. Et pour elles, dans leur communication, là aussi, c'est un fort bouleversement. Autre point qui change notablement, c'est ce que j'appelle l'incantation. Jusqu'à présent, les entreprises, les marques étaient plutôt dans du déclamatoire, dans du déclaratif en disant « Croyez-nous, ce qu'on vous dit est vrai, ce qu'on vous dit est bien ». Aujourd'hui, l'exigence du fait de la prise de parole des internautes et de l'interpellation, eh bien, on est dans un registre de conversation où l'entreprise est plutôt attendue sur un registre. Convainquez-nous, donnez-nous des preuves, donnez-nous des éléments avérés de ce que vous nous racontez avant que l'on soit attiré, avant que l'on se décide à acheter un de vos produits. De même, le savoir académique, les experts, a tendance à être de plus en plus désacralisé. Alors c'est particulièrement valable pour les politiques, pour les médias, qui étaient un peu les tenants de la parole publique. Aujourd'hui, on est plus sur un mode collaboratif, où on le fait confiance de plus en plus aux personnes comme moi. C'est le regain du bouche à oreille qui a pris maintenant une importance considérable, et on le voit dans la plupart des sondages. Lorsqu'on interroge les gens sur, par exemple, qu'est-ce qui motive un achat ou qu'est-ce qui va orienter un de leurs choix, eh bien ça va être les conseils de leur communauté, ça va être les commentaires lus sur des sites internet ou sur des blogs, et très loin derrière, ce sera l'avis formulé par les entreprises ou par les marques. Donc on voit là aussi un fort renversement. Et puis enfin, d'une opacité relative, où on n'était finalement pas si informé sur tout, on est dans une transparence accrue, alors parfois avec certains excès aussi, mais en tout cas, on est de plus en plus au fait de beaucoup de choses, y compris des événements qui étaient jusque-là tenus secrets, en tout cas en dehors des yeux du public. Et bien maintenant, il suffit que vous alliez sur certains fils Twitter pour être au courant de ce qui se passe dans les coulisses de telle ou telle organisation. Par exemple, la dernière élection du MEDEF, le président du MEDEF, eh bien vous avez pu voir qu'en marge de ce que racontaient les médias, quels étaient les règlements de compte entre les différents candidats, puisque chacun s'interpellait joyeusement sur son fil Twitter et se balançait toute une série d'arguments. Donc ça, c'était des choses auxquelles on n'avait pas accès avant. Donc voilà, ça, pour moi, c'est vraiment la toile de fond qu'il est essentiel de garder en permanence à l'esprit, parce que c'est ce qui va gouverner la manière de communiquer dans les années à venir, mais surtout aussi ce qui va nous assurer une certaine efficacité. Si on ne comprend pas ça,
alors on risque effectivement de se ramasser des bad buzz, des crises réputationnelles. Alors la première chose, j'aime bien cette formule, c'est David est à un clic de Goliath. Alors le David peut-être le plus connu aujourd'hui, c'est Edward Snowden. Bien sûr, tout le monde n'a pas vocation à être Edward Snowden, mais je l'ai pris un petit peu en tant que symbole parce qu'il illustre bien la puissance d'un kidam, finalement, capable de mettre une pagaille monstrueuse dans la géopolitique planétaire. C'était juste un CDD d'une entreprise sous-traitante de la NSA qui a eu accès à des secrets d'État et qui, parce que ça heurtait sa propre éthique, eh bien, a choisi de partir et de mettre ça sur la place publique en s'appuyant non pas sur un média classique d'ailleurs, mais sur un blogueur, Mike Greenwald, pour révéler petit à petit eh bien, toutes les pratiques, les écoutes illégales que la NSA pratiquait sur ses alliés, les entreprises, etc. Alors des Edward Snowden, il peut y en avoir de tout type. Il y a des gens tout simplement qui ont envie de râler après un service, c'est par exemple les consommateurs. Le plus fameux récemment, c'est probablement ce voyageur sur British Airways qui avait perdu ses valises et dont la compagnie était incapable de les retrouver, de lui donner une réponse cohérente. Ce personnage n'a pas hésité à dépenser 1 000 € de tweets sponsorisés pour assassiner pendant plusieurs heures la compagnie British Airways, laquelle n'a répondu que le lendemain à 10 h parce que tout simplement son fil Twitter n'était ouvert que de 9 h à 17 h. Donc ça vous montre bien le décalage en termes de posture et d'état d'esprit qui règne encore. Alors dans le même type râleur, mais sur un autre registre, les employés peuvent être aussi ces fameux David qui vont vous mettre une pagaille monstrueuse. On en a eu un exemple, alors assez furtif parce que ça a été vite jugulé, mais lorsque l'annonce de la fusion Publicis-Omnicom a été annoncée par les deux patrons à grand renfort de publicité et de couverture médiatique, s'est ouvert tout de suite un fil Twitter dans la foulée qui a très vite agrégé en une journée 3000 followers, des followers spécialisés en plus du monde des médias et de la pub. Et sur ce fil Twitter, eh bien, vous aviez des gens, puisque ça a été fermé 72 heures après, vous aviez des gens qui révélaient la face un peu cachée, les coulisses de ce qui se passait vraiment chez Publicis et chez Omnicom et qui ne se réjouissaient pas forcément autant que leurs deux patrons de cette fusion programmée. Et on pouvait avoir comme ça accès à des informations, effectivement forcément déplaisantes pour les deux patrons qui avaient conclu cet accord. Mais tout ça pour vous dire que ce type d'action est amené à se renouveler. Voilà, ça c'est vraiment le type de choses qu'on va observer. Et puis un point qui me semble important aussi, c'est les mouvements spontanés. On va parvenir sur la page du bijoutier de Nice sur Facebook, mais on voit bien que là aussi, un seul kidam a réussi d'un seul coup à générer 1 600 000 likes en quelques jours, à tel point que même beaucoup on s'interrogeait si c'était des fakes ou pas. Il s'est avéré que c'était des vrais. Et puis autre tendance très avérée, c'est la pétition en ligne qui aujourd'hui connaît un regain. On n'est plus dans la feuille papier avec le stylo à billes qu'on signait au coin d'une rue. On est clairement maintenant sur des démarches très organisées et vous avez des structures comme avaz.org ou change.org qui proposent carrément de la pétition clé en main. Vous avez juste à mettre votre libellé et envoyer ça à vos amis. Et dans certains cas, ça peut monter très haut, puisque le record pour Change, par exemple, c'est 2 500 000 signatures pour dénoncer l'assassinat d'un jeune noir dans un État américain. Alors le web social, vous me direz, les marques, les entreprises, elles s'y sont mises. Oui, globalement, elles s'y sont mises. Une très grande majorité d'entre elles a sa page Facebook, a son fil Twitter, a de temps en temps un community manager. Le problème, c'est un problème de posture plus qu'un problème de présence. Et on le voit dans différents sondages, beaucoup d'entreprises vont sur le web comme on faisait de la pub classique, comme on faisait un spot radio. Pour eux, le web, c'est encore de l'acquisition de fans, c'est encore de la pub très classique à base de jeux concours. On est vraiment dans ce registre, c'est un canal supplémentaire qui vient enrichir le mix auquel on avait jusqu'à présent disposition. Alors,
qu'à contrario, les attentes des internautes sont d'un tout autre ordre. Eux ont envie de conversation, ont envie qu'on les entende, ont envie même de participer. Le règne du collaboratif est quelque chose que peu de marques encore saisissent. Même si ça et là, il y a des essais, des initiatives. Unilever l'a fait récemment pour une nouvelle glace qu'ils veulent lancer sur le marché. Ils ont fait appel à des internautes fans de la marque pour les solliciter et recueillir leur feedback. Mais ce sont encore des démarches très isolées. Généralement, le web social est vu simplement comme un canal de communication supplémentaire, alors qu'il va beaucoup plus loin. Alors, autre point, toujours une question de posture, c'est le déni, c'est on ne veut pas écouter, ou alors on écoute, mais on fait à minima, et surtout on adopte les bonnes vieilles méthodes qui faisaient que on courbe le dos, on courbe l'échine et on attend que ça se passe. Et là, vous connaissez tous la fameuse cata qui est arrivée à Nestlé avec Greenpeace il y a 3 ans maintenant, où on était clairement dans cette démarche. Nestlé n'entendait pas se faire dicter la loi par Greenpeace qui les attaquait au sujet de l'huile de palme utilisée dans une barre chocolatée. Et Nestlé, plutôt que d'essayer d'écouter ce que les autres avaient à dire, leur a immédiatement envoyé des menaces via avocat interposé. C'est montré très procédurier et très juridique dans l'âme. Résultat, bad buzz monstrueux. Et Nestlé, voyant le désastre réputationnel s'avancer à grands pas, a finalement donné gain de cause à l'ONG Greenpeace. Et depuis, et c'est là où on peut quand même saluer cette entreprise, a complètement renversé, je dirais, son approche, puisque maintenant elle s'est dotée de ce qu'elle appelle une Digital War Room, où elle écoute 24 heures sur 24 toutes les conversations sur toutes les marques, et Dieu sait si elles sont nombreuses, de l'entreprise. Et dès qu'un sujet devient tendancieux ou en tout cas crisique, eh bien, la marque entre en contact avec les personnes et tente d'apporter des éléments. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose que les entreprises et les marques vont devoir apprendre à faire. Le déni, le blindage, le blackout communicationnel jusqu'à présent où le no comment prévalait ne va plus pouvoir tenir sous la pression des réseaux sociaux. Alors un point à ne pas négliger, je l'ai déjà un petit peu évoqué au départ, mais c'est l'interne. L'interne que j'ai appelé n'est pas un troupeau de moutons. C'est peut-être un peu hard dans la définition et pourtant Dieu sait combien de fois j'ai entendu des DRH dire « Oh mais l'interne, les gens de toute manière aujourd'hui, s'ils ne sont pas contents, eh bien, ils peuvent aller voir ailleurs. C'est comme ça, ils sont priés de se conformer aux valeurs de l'entreprise. » Certes, on est dans une entreprise, on a un certain nombre de droits et de devoirs à respecter, mais ça ne fonctionne plus comme ça. Maintenant, les gens s'expriment aussi sur les réseaux sociaux à propos de leur entreprise. Et surprenamment, pas toujours en mal d'ailleurs. Il y a un peu le mythe, bien sûr, de ceux qui vont dézinguer à tout va la réputation de leur entreprise. Mais globalement, les gens sont plutôt fiers de s'exprimer sur leur entreprise. Or, c'est un point qui n'est pas assez capitalisé. La communication interne reste encore un parent pauvre, pour plein de raisons, manque de budget évidemment, mais aussi pour le fait qu'on interdise l'accès aux réseaux sociaux depuis les postes de travail. Un récent sondage, alors je ne sais plus quelle société l'a fait, mais montrait que 64% de sociétés en France interdisaient encore ou le restreignaient très fortement l'accès à Facebook, à Twitter. Or, si vous empêchez des salariés de prendre la mesure de ces réseaux sociaux, d'abord, c'est un peu vain parce que s'ils ont quelque chose à dire, ils le feront en dehors du travail ou même depuis leur portable, qui lui n'est pas restreint. Et donc c'est un peu une pierre dans l'eau. Donc quelque chose de très important, capitaliser sur l'interne. Ça me semble vraiment important, se servir justement de ce corps sociétal pour alimenter la réputation de l'entreprise. Beaucoup de DRH sont de plus en plus sensibles à la marque employeur qui devient maintenant un levier essentiel pour attirer des talents, pour recruter des jeunes diplômés.
notamment sur des secteurs très concurrentiels, en tension, où les profils sont rares, eh bien, cette marque employeur, justement, peut particulièrement être animée, soutenue par des salariés auxquels, bien sûr, on prêtera attention et auxquels on sera dans des registres communicants différents de ce qui est encore aujourd'hui, il faut bien appeler une communication, dans les pires des cas, un peu paternaliste. J'ai explosé. Je suis pas bon en timing. Je vais me faire rouspéter comme lui. Ah ouais, je cumule. Bon alors, je vais aller directement voilà, à ce point-là. Vous pourrez retrouver de manière plus développée tout un tas de réflexions dans le livre que je viens d'éditer récemment. La question to be social or not to be, en tout cas en conclusion, pour moi, n'a plus de raison d'être. Elle n'est plus de se dire est-ce qu'il faut être social ou ne pas l'être, c'est plutôt comment l'être. Et comment l'être, eh bien, ça suppose d'abord avoir une compréhension très précise de ses cibles, de ses publics, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Donc c'est déjà commencer par une écoute. Et ensuite, une fois que vous avez cette écoute et cette compréhension, eh bien, c'est d'entrer en conversation avec eux, de partager, d'accepter aussi d'être challengé et d'être bousculé, de se sortir de ces postures qui ont longtemps prévalu, où vous étiez l'entreprise qui avait voix au chapitre et quelque part qui était détentrice de la vérité, et accepter qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes un parmi tant d'autres, que vous êtes, et c'est pour ça que j'avais fait un slide, humaniser vos communications, vous êtes un acteur d'un écosystème. Un acteur certes important, parce que vous incarnez une marque, une entreprise, mais vous êtes un acteur qui participe à une communauté et qui, en tant que tel, eh bien, se doit d'écouter aussi ses pairs, puisque c'est le mot qui domine actuellement dans le langage web social. Voilà. J'ai raccourci, raboté, puis je fais mon auto-promo quand même dans les 2 secondes qui me restent. Excellent, merci Olivier.